Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire de l'année 2026. Aujourd'hui, à travers un événement spécial de 1h30 dédié à des études récentes conduites par l'INSEE, nous allons parler principalement de l'accès aux services publics dans le Grand Est. Donc, je suis Guillaume Reclin, chef de projet données à la région Grand Est, en charge de la coordination du programme Data Grand Est. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose simplement quelques rappels. Tout d'abord, sur le principe des jeudis Adonnez-vous à la donnée. Donc, c'est assez simple, hein, c'est un webinaire chaque premier jeudi du mois, généralement de 11h à midi, un sujet en lien avec la data et la participation d'experts et de partenaires ou acteurs locaux qui travaillent sur ces sujets. Donc, pour information, le prochain webinaire aura lieu le jeudi 5 mars et sera consacré à la découverte du nouveau portail Data Grand Est. Donc, à cette occasion, nous vous présenterons les nouveautés, notamment avec le nouveau site Internet, le nouveau catalogue de données Data Grand Est, de nouveaux outils de publication et de diffusion des données, et le nouveau module DGE Communauté qui est consacré au partage de la connaissance et à l'animation des groupes projets. Je profite également de ce moment pour vous rappeler les prochains rendez-vous afin que vous puissiez les noter dans votre agenda. Donc, à savoir, un comité technique Data Grand Est pour les acteurs qui sont concernés, notamment les collèges. Une journée thématique prévue le 4 juin sur les risques, qui aura lieu à Strasbourg. Le Géocom 2026, qui est le rendez-vous de la communauté des développeurs et des utilisateurs de la solution open source Georchestra, sur laquelle est basée la plateforme Data Grand Est. Donc, cet événement aura lieu du 10 au 12 juin à Strasbourg. Et les rencontres régionales de la donnée, vous pouvez d'ores et déjà noter dans votre agenda également, qui auront lieu le 3 décembre à Metz. Donc, voilà. Avant de commencer, juste quelques rappels un peu techniques. Privilégier l'usage de Chrome, du navigateur Chrome, c'est ce qui est recommandé pour la solution Livestorm que nous utilisons pour ce webinaire. Si vous avez des questions durant le webinaire, et j'espère que vous en aurez, posez-les via l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Évitez les questions dans le chat, mais réservez le chat plutôt pour les discussions entre vous, voilà, ou des partages d'informations, de liens, etc. Et enfin, un dernier point, retrouvez les vidéos et supports de présentation sur le site Data Grand Est dès demain ou début de semaine prochaine, ainsi que sur la chaîne YouTube de Data Grand Est. Donc maintenant, je vais passer la parole à Rémi Charrier de l'INSEE pour se présenter et nous détailler un peu le programme, un peu plus en détail le programme de cette matinée. Bonjour, merci Guillaume, merci pour cette invitation. Ça fait maintenant plusieurs années que l'INSEE a invité au Café de la Data en début d'année. Et cette année, nous avons choisi de vous présenter plusieurs études qui sont parues ces derniers mois sur l'accession aux services. Donc l'accession aux services, accéder à des soins, accéder à un médecin généraliste, avoir une connexion Internet performante ou accéder à une offre de formation pour les jeunes bacheliers. Voilà plusieurs exemples de ce qu'on peut faire à l'INSEE en termes d'accession aux services. On sait qu'ils sont nombreux et c'est pour nous un outil très utile pour mesurer la vitalité des territoires, parce que offrir des services à la population, c'est un enjeu important pour une bonne santé des territoires. Donc, ces 4 études seront présentées par des agents de l'INSEE. Le chef de projet, Perrine Kaufmann, présentera l'offre de soins. Chargé d'études, Sylvain Juliax, l'étude sur les médecins généralistes. Baptiste Descamps, également chargé d'études, présentera l'étude sur l'accès au très haut débit. Et enfin, Julia Edou présentera l'étude sur les bacheliers et l'offre de formation. Voilà. Je te laisse commencer, Perrine, sur l'offre de soins.
Bonjour à tous, je suis Perrine Kaufmann et je vais vous présenter donc une première étude sur l'offre de soins qui sera complétée donc, par Sylvain Juliac sur un focus un peu plus spécifique sur les médecins généralistes, ce qui fait qu'on va enchaîner nos deux présentations et on prendra vos questions à la fin de la présentation de Sylvain. Donc, tout d'abord, l'offre de soins dans le Grand Est. Je vais commencer par vous parler des différences d'accès qu'on a analysées entre les territoires et selon les différents professionnels de santé. Donc, dans cette étude, on s'est intéressé aux médecins, qu'ils soient généralistes ou qu'ils soient spécialistes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces médecins ont une liberté totale d'installation sur le territoire. On s'est également intéressé aux infirmiers et aux kinésithérapeutes qui, eux, ont une installation qui est régulée par l'assurance maladie. Et enfin, on s'est intéressé aux sages-femmes et aux dentistes qui ont une situation un peu intermédiaire puisqu'ils ont une liberté d'installation mais des incitations financières pour rééquilibrer le territoire. Alors, dans notre étude, on a considéré les professionnels de santé en deux groupes distincts. Le premier groupe, c'est ce qu'on a appelé les professionnels de santé de premier contact. Dans ce groupe, il y aura les médecins généralistes, les infirmiers, les sages-femmes, les dentistes et les kinésithérapeutes. Et on a fait ensuite un second groupe dans lequel on retrouve les médecins dits spécialistes avec, par exemple, les dermatologues, les gynécologues, les ophtalmologues. Alors, le premier grand résultat de notre étude, c'est qu'un quart des habitants des territoires ruraux vivent éloignés d'un professionnel de santé, contre moins de 1% dans les territoires urbains. Alors, comment on a défini le fait de vivre éloigné d'un professionnel de santé ? En fait, on s'est intéressé aux 10% des personnes dans le Grand Est qui vivent le plus loin de chaque professionnel de santé. Et c'est comme ça qu'on a fixé notre seuil. Ce qui fait que, donc, ici, par exemple, 10% de la population du Grand Est vit à plus de 7 minutes d'un médecin généraliste. Donc, on a considéré que c'était ce seuil qui était retenu. Et par exemple, pour les hôpitaux, 10% de la population du Grand Est vit à plus de 21 minutes. Donc, c'est ce seuil-là qui a été retenu pour les hôpitaux. Ce qu'on constate tout de même, c'est que si on compare le Grand Est à la France métropolitaine, le Grand Est est un petit peu mieux loti. Si on regarde par exemple les praticiens de premier contact, en moyenne dans le Grand Est, 10% de la population vit à plus de 7 minutes, contre 12,5% en France métropolitaine. Si on s'intéresse maintenant au temps de trajet moyen, ce qu'on voit, c'est qu'entre l'urbain et le rural, on va avoir des temps de trajet qui seront facilement doublés, voire triplés. Donc, pour se rendre chez un spécialiste dans l'urbain, il faut environ 8 minutes de trajet en voiture, et dans le rural, c'est environ 22 minutes. Pour se rendre dans un hôpital, c'est environ 5 minutes dans l'urbain contre 15 minutes dans le rural, et pour se rendre chez une sage-femme, c'est 4 minutes dans l'urbain et 10 minutes dans le rural. Après, quel que soit l'endroit où on habite sur le territoire, en fait, ce qu'on constate, c'est que pour se rendre chez un spécialiste, les temps de trajet sont beaucoup plus longs pour les autres praticiens. On est en moyenne à 14 minutes dans le Grand Est, contre moins de 4 minutes pour se rendre chez un praticien de premier contact. Mais comme je le disais, le Grand Est est quand même un peu mieux loti que la France métropolitaine, puisque ce trajet est de 14 minutes contre 18 minutes en France. Ensuite, ici, je vous ai mis une carte qui représente le temps de trajet moyen vers un praticien de premier contact, donc le temps de trajet toujours en minutes en voiture. Plus la couleur est foncée, plus le temps de trajet est long. Donc là, ce qu'on voit clairement, c'est qu'autour des grandes villes, les temps de trajet sont relativement courts, on est en dessous de 4 minutes si on regarde autour de Reims, Strasbourg, Nancy, Metz par exemple, mais aussi autour de Troyes, de Colmar ou de Charleville-Mézières. Même à Chaumont, Bar-le-Duc ou Épinal, on est encore en dessous de 5 minutes. Et c'est seulement quand on va plus vers les territoires ruraux qu'on va avoir des temps de trajet qui commencent à augmenter, voire à dépasser 10 minutes. C'est un phénomène qui se renforce si on regarde donc la même carte, cette fois-ci pour les temps de trajet vers les médecins spécialistes. Là, on voit nettement une distinction entre l'Est et l'Ouest de la région. À l'Ouest, on a des temps d'accès qui sont beaucoup plus longs pour se rendre chez un spécialiste. Alors, on constate toujours qu'autour des grandes villes, les temps de trajet sont plus courts.
En revanche, dans les départements les plus ruraux, comme la Haute-Marne, les Vosges, la Meuse et les Ardennes, on va avoir souvent des EPCI où les temps d'accès dépassent 30 minutes. Et on retrouve aussi des EPCI dans l'Aube et dans la Marne qui sont concernés. Et enfin, vous avez mis une carte, cette fois-ci avec le temps d'accès moyen à l'hôpital le plus proche. Et là, on constate que c'est un petit peu plus homogène sur le territoire. On a des temps d'accès qui sont un peu plus homogènes et on retrouve en fait seulement 8 EPCI dans la région où le temps pour aller à l'hôpital dépasse 25 minutes. Donc là, on retrouve des EPCI dans le nord de la Meuse, quelques EPCI dans l'Aube et un dans la Haute-Marne. Alors ici, on a analysé l'accès aux professionnels de santé en termes de proximité géographique, mais le fait de vivre proche d'un praticien de santé ne veut pas dire que cette personne est disponible pour une consultation. C'est pour ça que dans la suite de l'étude, on s'est intéressé à un indicateur qui s'appelle l'accessibilité potentielle localisée et qui permet justement de mêler ces deux concepts. Donc l'APL, il va tenir compte de l'offre des communes environnantes, donc on ne se cantonne pas aux professionnels de santé de la commune où on réside. Il va tenir compte de l'activité des professionnels de santé, étant donné que certains d'entre eux vont être à temps partiel. Et il va tenir compte de la population qui habite sur le territoire, étant donné qu'on considère que plus la population va être âgée, plus elle va solliciter des professionnels de santé. Et donc, moins ils seront disponibles pour d'éventuelles consultations. Cet APL, il existe pour les médecins généralistes. Et donc, pour eux, on va avoir un nombre de consultations disponibles par habitant et par an. Et ensuite, on va calculer cet APL au niveau de la commune. Et on va, avec des seuils, définir si la commune est bien dotée ou non en médecins généralistes. Donc, si la commune a en moyenne moins de 2,5 consultations disponibles par habitant et par an, on considère qu'elle est sous-dotée. Entre 2,5 et 4, on considère qu'elle est moyennement dotée. Et plus de 4 consultations par an, on va considérer qu'elle est bien dotée. Et pour les autres professionnels, alors ce sont les dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et les kinésithérapeutes. Donc l'APL, il est calculé en fait pour tous les praticiens de notre groupe de premier contact. Pour eux, là, on a un chiffre qui est calculé en nombre d'équivalents temps plein accessibles pour 100 000 habitants. Et c'est pareil, on va avoir des seuils pour chacune de ces professions qui définissent si la commune est sous-dotée, moyennement dotée ou bien dotée pour ces professionnels de santé. Et donc, pour finir, je vous ai mis une carte ici qui est donc à la commune, cette fois, et qui permet de voir le cumul des difficultés que peuvent avoir ces communes pour accéder à des professionnels de santé, donc via l'APL, en termes de disponibilité. Donc là, les communes que vous voyez en blanc, elles sont toutes moyennement ou bien dotées pour tous les professionnels de santé. Donc on retrouve une fois de plus les grandes villes et autour de ces grandes villes de la région, on va retrouver des communes qui sont toutes moyennement bien dotées pour tous les professionnels. En revanche, ensuite, plus la teinte bleue va être foncée, plus la commune va être sous-dotée pour plusieurs professions. Et donc la teinte la plus foncée, c'est des communes qui sont sous-dotées pour toutes les professions. Ce qui fait qu'on a en fait une commune sur 8 qui a des difficultés à au moins 3 professions de santé. Et donc, on retrouve plutôt ces communes dans les espaces ruraux. Du coup, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que comme c'est des communes rurales, il y a aussi assez peu d'habitants qui y résident. Donc, en fait, ça concerne 2,5% de la population. Et si on regarde plus spécifiquement les communes qui sont sous-dotées pour toutes les professions, là, ça concerne seulement 33 communes dans la région et c'est 5 000 habitants, donc 1 pour 1000 dans la région. Voilà, je vais laisser Sylvain compléter avec son étude. Juste un rappel, n'hésitez pas à poser des questions, on a oublié de le dire dans l'outil prévu à cet effet. On y répondra par la suite de la présentation. Alors maintenant, on va s'intéresser uniquement à la catégorie des médecins généralistes. Donc, tout d'abord, à l'échelle de la région, on a un peu moins de 5000 médecins qui exercent dans le Grand Est. Ça a baissé de 500 médecins en 10 ans.
En termes de comparaison avec les autres régions, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'on a, nous, dans le Grand Est, un peu moins de 1 généraliste pour 1000 habitants, mais évidemment, ce n'est pas homogène sur toute la région. Alors, en temps de trajet en voiture, donc en moyenne pour la population de la région, ils ont besoin de 3 minutes pour se rendre chez un généraliste. Là encore, c'est équivalent à ce qu'on trouve en France de province. Bon, par contre, on a quand même une fraction de la population de la région, donc 4%, qui a besoin de conduire au moins un quart d'heure pour accéder à un médecin généraliste, sans parler des problèmes de disponibilité, hein, c'est uniquement là en termes de distance. Et donc cette fraction de la population qui est éloignée des généralistes géographiquement, en général, elle vit aussi dans les territoires qui sont éloignés des équipements de proximité habituels, donc la banque, la poste, les commerces, ce genre de choses. Alors, maintenant, on s'intéresse donc pas seulement à la proximité géographique, mais aussi à la disponibilité des médecins, donc à l'APL. Donc, le Grand Est est encore un peu mieux loti que l'ensemble de la France métropolitaine, c'est-à-dire que pour un habitant du Grand Est, on considère que environ 4 consultations sont disponibles chez un généraliste par an. En France métropolitaine, c'est un peu moins, 3,7. Donc, si on reprend les seuils précédents, on pourrait dire qu'on est assez proche du bien doté. Mais évidemment, il y a des disparités importantes selon les endroits où on vit dans la région. Donc maintenant, à l'échelle du département, donc là, vous avez tous les départements de la région représentés. Alors, au niveau les départements alsaciens sont les mieux lotis, ceux plus foncés sont les moins bien lotis, et ceux dans une teinte assez claire sont, on va dire, moyennement lotis. Donc, c'est bien l'Alsace dans lequel l'accessibilité, c'est-à-dire ce qui combine proximité géographique et disponibilité des médecins est la meilleure. Et donc, les 4 départements de la région, les quatre départements ruraux de la région, pardon, sont les moins bien lotis. Donc, ça fait un différentiel pour un Alsacien, c'est environ 4,4 consultations par an qui sont accessibles chez un généraliste, contre 3,7 pour les habitants de ces 4 départements-là. Vous voyez là encore, si on descend à une maille plus fine, vous allez voir qu'il y a 2 disparités. Donc maintenant, au niveau intercommunalité, donc là, la légende est un peu riche, c'est à comprendre. Donc, en fait, on a les 3 groupes sous-dotés, moyennement dotés et bien dotés. Et à l'intérieur de ces 3 groupes, on a aussi fait une distinction uniquement géographique sur médecins proches et médecins éloignés. Donc, on constate que l'Alsace, en particulier le Bas-Rhin, sont les départements où les habitants peuvent profiter de médecins qui sont proches et en plus accessibles. C'est ça que c'est surtout le Bas-Rhin, ça déborde un peu sur le Haut-Rhin. Sinon, au niveau des 4 grosses métropoles de la région, donc Strasbourg, Nancy, Metz et Épinal, on a encore, Nancy, Metz et Reims, la situation est bonne. Bon, ça déborde aussi sur des intercommunalités un peu plus moyennes, comme Épinal et Colmar. Bon, sur l'ensemble de la région, à part ces zones, on est dans le cadre où les médecins sont proches géographiquement, mais la zone est moyennement dotée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aussi accessibles que ceux des zones dont on a déjà parlé avant. Et vous voyez quelques zones qui sont en fait plus rurales, où la population est pénalisée par des médecins qui peuvent être éloignés, et en plus avec un nombre de consultations qui est peu disponible. On se remet à l'échelle de la région, plus particulièrement c'est la population, c'est-à-dire que là, pour lire le graphique, si on prend la barre de gauche, c'est-à-dire qu'en 2015, 60% de la population de la région vivait dans une commune qui était considérée comme bien dotée, c'est-à-dire avec au moins 4 consultations par an disponibles chez un généraliste. Vous voyez que l'évolution sur 8 années, en fait, la part de la population qui vit dans une commune bien dotée, c'est érodé assez régulièrement, donc elle a perdu 13 points. Donc là, avant, plus de la moitié de la population vivait dans une commune bien dotée, maintenant c'est un peu moins. Évidemment, de l'autre côté, donc pour la population qui vit dans une commune sous-dotée, la part là, a pratiquement doublé en 8 ans, donc on est passé de 8% à 14%. Et cet indicateur
tient compte de tous les médecins du Grand Est, donc quel que soit leur âge. Si on se restreint aux médecins qui ont moins de 65 ans, là, en fait, cette part-là de 14%, elle passe à presque un quart de la population de la région. Ça veut dire qu'un quart de la population de la région vit dans une commune sous-dotée, si on se limite aux médecins généralistes âgés de moins de 65 ans. Et avant, cette part, enfin 8 ans avant, cette part était de 11%. Donc en fait, elle a plus que doublé en 8 ans. C'est-à-dire que le vieillissement de la population des médecins va bientôt, quand ils partiront à la retraite, risque d'entraîner encore une explosion de cette part de la population qui vit dans une commune sous-dotée. Donc on va s'intéresser au vieillissement des médecins. Alors, sur cette figure, c'est la pyramide des âges. Donc là, la ligne comme ceci, là, représente l'ensemble de la population des actifs en emploi. Donc à gauche, c'est la France entière, à droite, c'est le Grand Est. Vous voyez que les deux courbes sont relativement symétriques, c'est-à-dire plus on se rapproche des 65 ans, en fait, plus le nombre de personnes en emploi diminue. Et les barres, en fait, c'est sur la population des médecins généralistes. Donc à gauche, la France entière, et à droite, le Grand Est. Donc là, vous voyez déjà que la distribution, elle se déforme. On a beaucoup plus de médecins généralistes assez âgés. Le trait là, est à 67 ans. C'est l'âge moyen de départ en retraite des médecins généralistes. Donc en France, et encore plus dans le Grand Est, on a encore une proportion importante des généralistes qui exercent, alors qu'ils ont passé les 67 ans. Et vous voyez que là, on a tout ce bloc-là en fait, qui se rapproche de l'âge moyen de départ en retraite des médecins, et qui donc, là, on est à peu près 55-57 ans. D'ici une dizaine d'années, tout ce bloc-là aura passé le seuil de 67 ans. Et c'est plus prononcé dans le Grand Est que dans la France. Alors, il y a quand même une touche un peu positive, c'est qu'avec la fin du numerus clausus, on a quand même un ensemble de médecins qui sont dans des âges relativement jeunes, là, en fait, on va dire d'un peu moins de 30 ans jusqu'à 40 ans, donc qui vont en fait être actifs encore plusieurs décennies. Donc il y a quand même une touche positive à cette figure. Et donc là, cette zone-là, c'est un point un peu ventre creux, en fait, on a moins de monde, et ils ont encore quelques années d'activité devant eux. Donc maintenant, on repart à l'échelle de la région, le nombre de médecins. On a vu qu'il avait diminué, on a déjà vu qu'il avait diminué depuis 2013. Donc la baisse, elle est plus accentuée dans le Grand Est que sur l'ensemble de la France de province. Bon, il se trouve que la population du Grand Est stagne sur ces dernières années, mais par contre, elle a quand même vieilli. C'est-à-dire que même si elle est toujours la même, elle est plus demandeuse de soins de santé. Ensuite, on va passer maintenant à une échelle un peu plus fine. Donc, là, on est à l'arrondissement municipal. Ouais. Donc, vous voyez que là encore, là, on a c'est les évolutions du nombre de médecins généralistes sur les dernières années. Et les ronds, en fait, les 10 représentent le nombre de médecins par arrondissement. Donc, plus la surface du disque est grande, plus il y a de médecins dans l'arrondissement. Donc là, on voit bien la séparation entre le Bas-Rhin et le reste de la région. Bon, il se trouve que au niveau départemental, c'est le Bas-Rhin le seul département qui gagne des habitants. Donc ça me paraît relativement le lien est assez favorable pour nous, c'est-à-dire que le département qui gagne des habitants gagne aussi des médecins, et les autres qui stagnent perdent des médecins. Vous voyez qu'il y a quand même des pertes assez importantes qui dépassent les 2%. Donc c'est vers le centre de la région, dans un département assez ruraux. Et maintenant, cette carte, on peut aussi la croiser avec une autre, la carte suivante, qui est maintenant sur la part des médecins âgés. C'est-à-dire les médecins qui vont prendre leur retraite dans les années à venir. On s'est placé sur les médecins qui ont 65 ans ou plus. Donc dans plusieurs arrondissements de la région, donc en bordure de région, et au niveau des deux arrondissements frontaliers du Luxembourg, donc à Thionville et à Val-de-Briey, on a plus de la moitié des généralistes qui ont 65 ans ou plus. C'est-à-dire qu'ils risquent de prendre leur retraite d'ici 2, 3, 5 ans. Peut-être 10, mais grand maximum. Alors, au niveau du Luxembourg, 2 arrondissements, c'est problématique parce que ce sont des arrondissements
qui sont assez dynamiques au niveau démographique, vu qu'avec l'arrivée d'actifs qui vont travailler au Luxembourg. Donc là, c'est une source, enfin, il y a un problème autour d'inquiétude, on va dire. Mais bon, globalement, vous voyez que la part de médecins âgés est assez importante dans plusieurs arrondissements de la région. Et donc, pour conclure, donc, on a une baisse du nombre de médecins, un vieillissement de la population, au moins dans les 5 à 10 années à venir, avant que l'ensemble des médecins plus jeunes deviennent la catégorie principale. Donc, on a près de la moitié de la population qui vit dans un arrondissement où on a environ un tiers des médecins qui ont 65 ans ou plus. Et donc, ce qui est relativement, comment dirais-je, favorable, c'est que ces départs à la retraite se trouvent plutôt dans les territoires qui sont en perte de population, mais dans lesquels il y a aussi des vieillissements, donc dans lesquels le besoin en soins risque de se maintenir dans les années à venir. Alors, nous vous remercions de votre attention et on va prendre des questions. On commence à répondre à quelques questions. Ouais. Je laisse la main. Oui, du coup, j'ai vu qu'il y avait une première question sur les temps de trajet, donc plutôt sur la première étude, par rapport au fait qu'on est une région transfrontalière. Donc en fait, ici, on n'a pas pris en compte les équipements qui sont dans les pays frontaliers, étant donné que notre étude, elle part de la base permanente des équipements, donc la BPE, et qu'on a des données que sur le territoire français. Donc évidemment, on tient compte des régions frontalières françaises, on ne s'arrête pas aux limites de la région. Par contre, on n'a pas pu regarder ce qui se passait dans les autres pays frontaliers. Juste un petit complément, parce qu'il y a une autre question qui est venue là-dessus, sur le frontalier. Oui, il y a aussi des contraintes administratives. Alors, je sais, il y a une question sur le Luxembourg, je connais moins bien, mais je sais que sur la Suisse, il y a le sujet, parce que les Suisses disaient qu'ils étaient prêts à soigner des patients français, mais le problème, c'est le remboursement, puisque les coûts des soins en Suisse sont très importants, et donc c'est un problème pour la sécurité sociale. Et je pense aussi en complément, et je pense que ça a été expliqué par Perrine, c'est aussi quand il y a l'offre de soins, il y a l'offre de soins de premier niveau, celle de proximité, et parfois on a besoin de la mobiliser justement de chez soi et pas de son lieu de travail. Pour quelqu'un qui travaille au Luxembourg et qui vit à Thionville par exemple, il peut consulter un spécialiste au Luxembourg s'il a la possibilité d'eux, mais quand même son offre de soins de premier niveau de résident, elle se trouve bien en France. Ensuite, j'ai des questions, alors à la fois sur les données par rapport aux données qu'on a dans notre étude sur ALEPCI et les données qu'on a sur la dernière carte que je vous ai présentée sur le cumul des difficultés de la carte à la commune. Il me semble que Baptiste vous a partagé du coup, le lien de l'étude et sur le lien de l'étude, vous pouvez accéder aux données et donc vous aurez effectivement toutes les données que je vous ai présentées, que ce soit les cartes à l'EPCI ou la dernière carte à la commune. Vous pourrez retrouver notamment la liste des 33 communes qui sont sous-dotées pour toutes les professions. J'ai vu aussi qu'il y avait une question sur les zonages. Alors j'avoue que je ne maîtrise pas bien ces zonages de la CPAM et leur articulation avec l'APL. Pour le coup, l'APL, nous, on a vraiment récupéré donc, les données qui sont mises à disposition par l'adresse en open data. Donc c'est des données qui sont calculées à la commune. Qu'ensuite, on peut agréger si on veut regarder des zonages plus grands que la commune. Et donc, si ces zonages-là, ce sont des zonages qui sont définis à partir des zonages des communes, ça s'articule très bien. Et effectivement, ça a du sens d'aller regarder si l'APL est plus ou moins bon dans ces zones-là. Nous, on ne l'a pas fait du coup, mais voilà, c'est pas impossible du moment que le zonage se fait bien à partir des communes. Juste un petit complément là-dessus, on n'a pas forcément la réponse à tout en direct, il y a aussi certaines réponses qui pourraient être apportées a posteriori, où j'ai jeté un coup d'œil rapidement, et a priori, ces zonages-là, ils sont faits avec les APL à vérifier. Okay, ouais.
Et puis, j'ai vu aussi une question sur le fait que les étudiants en médecine, notamment pour les généralistes, avaient un recul de la fin de leurs études d'1 an. Alors ça, pour le coup, on n'en a pas tenu compte, mais c'est normal étant donné que, en fait, nous, on regarde vraiment les médecins qui sont déjà qui ont déjà ouvert leur cabinet, quoi, en fait, qui ont déjà fini leurs études. On n'a pas regardé les effectifs d'étudiants et les effectifs de médecins qui allaient arriver. Là, les résultats qu'on vous a présentés, c'est vraiment des médecins qui ont déjà ouvert leur cabinet, donc y compris quand on regarde la pyramide des âges, les médecins les plus jeunes sont déjà installés après. Il y a une question sur la carte à l'arrondissement, sur l'arrondissement de Bar-sur-Aube, où on voit pas. Je voulais revenir sur la carte avec quelqu'un avec l'usure des cartes. Celle avec le vieillissement. Ah oui, à côté de 3. C'est juste la couleur la plus claire. Ah oui, c'est celle-là, oui. Celui-là, c'est juste c'est ça en fait. Ouais, c'est le rose le plus clair. Ah oui, c'est vrai que les couleurs sont mais qui est très contrasté. Ouais, puisqu'en fait, elle est à côté de couleur foncée, donc elle paraît plus claire, mais c'est bien la même couleur que au-dessus de Charleville. Là, c'est Rethel, je crois. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions qu'il y a pour l'instant. On peut peut-être enchaîner. Également, est-ce que vous avez la liste des 33 communes concernées, sous-dotées, toutes professions? C'était dans la première présentation, il me semble. Alors après, peut-être on ne va pas donner la liste maintenant, je ne suis pas informé, mais voilà, peut-être que via l'écluse. Oui, pardon, c'est ce que je disais, effectivement, on vous met le lien de l'étude et ces données-là, elles sont disponibles dans les données externes, il faut les télécharger, mais il y aura toutes les informations dedans. De toute façon, comme je l'ai indiqué dans une des réponses aux questions, l'ensemble des contenus du webinaire seront publiés aussi sur le site Data Grand Est. Donc, vous pourrez retrouver les informations soit sur le site de l'INSEE, soit directement avec les liens sur le site Data Grand Est, je pense à partir de lundi ou mardi prochain. Ok. Du coup, s'il n'y a plus de questions sur la partie accès aux soins, je vais enchaîner avec une présentation sur la couverture numérique. Donc là, on n'est plus sur des accès aux services, mais plutôt sur des accès aux équipements, aux infrastructures. Donc, quand on parle de couverture numérique, de quoi on parle? Tout d'abord de couverture numérique fixe. Donc, quand vous accédez à Internet depuis chez vous, depuis votre lieu de travail, ça se fait principalement par des réseaux filaires comme la fibre optique. Et puis aussi de couverture numérique mobile. Donc là, vous pouvez accéder à Internet depuis l'extérieur via les réseaux 4G, 5G notamment. Pour ça, on va utiliser des données de l'ARCEP sur une période 2020-2024. Alors, je vais commencer par vous parler de couverture numérique fixe et notamment du plan France Très Haut Débit, donc qui vise à déployer la couverture numérique fixe au meilleur débit possible. Et donc, vous voyez que les technologies ont beaucoup évolué ces dernières années. En 2020, on était sur le bon haut débit, donc ça correspond à 8 mégabits par seconde. On est passé ensuite aux 30 mégabits par seconde. Et en 2025, l'objectif était de déployer la fibre optique sur l'ensemble du territoire français, donc avec des débits qui peuvent aller jusqu'à plusieurs gigas par seconde. Nous, l'indicateur qu'on a choisi de retenir pour étudier ce haut débit fixe, c'est 100 mégabits par seconde. Ça correspond à c'est un peu plus large que la fibre optique. Et donc, en Grand Est, il y a 93% des locaux qui sont éligibles. Un local éligible, ça veut dire, par exemple, un logement ou un local professionnel qui est raccordé au réseau fixe, mais sans forcément avoir un abonnement qui correspond. Et donc, c'est un peu mieux qu'en France métropolitaine, où on est à 91%. Au sein de la région, donc j'ai dit 93%, vous voyez qu'en 2024, en fait, tous les types de communes ont des seuils entre 90 et 100% de locaux éligibles. Par contre, ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années en arrière. En 2020, il y avait une fracture numérique qui était encore très marquée, avec d'un côté les grands centres urbains qui étaient déjà très bien équipés, avec 90% de locaux éligibles. Et par contre, dans les communes les plus rurales, donc rurales à l'habitat dispersé ou très dispersé, on était à 30-40% de locaux éligibles. Et après, en quelques années, en fait, le réseau s'est largement déployé, ce qui fait qu'en 2024, il n'y a quasiment plus de différence en termes d'accès à la couverture numérique fixe selon le type de commune.
Et même les communes les plus rurales ont dépassé d'autres types de communes, comme les petites villes ou les ceintures urbaines, qui sont donc très bien équipées, mais un petit peu moins bien que les communes les plus rurales, où il y a vraiment un effort très important qui a été fait pour connecter les logements et les locaux les plus isolés. On peut représenter ça sous forme de carte pour visualiser un petit peu mieux le phénomène. Et donc là, sur cette carte, vous avez l'ensemble des communes qui ont un taux d'éligibilité supérieur à 90% en 2020. Donc ça correspond à un quart des communes de la région à peu près, localisées majoritairement soit dans les départements alsaciens, soit en Moselle et en Meurthe-et-Moselle où le déploiement a été un peu plus rapide, un peu plus précoce. Par contre, dans le sud et dans l'ouest de la région, en 2020, le déploiement n'était pas encore réalisé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder nos voisins. On voit bien que dans les Hauts-de-France, il y avait beaucoup de communes déjà très développées, alors qu'au contraire, en Bourgogne-Franche-Comté, beaucoup moins. Et puis après, au fil des années, ce déploiement va se faire progressivement. En 2021, il y a un cinquième des communes qui vont dépasser ce seuil de 90% de locaux éligibles. En 2022, un quart. Et donc là, en fait, on a déjà beaucoup de communes qui sont bien couvertes. Et il reste quelques petites poches moins bien couvertes, notamment dans les Vosges, dans la Haute-Marne ou dans le sud de la Meuse. En 2023 et 2024, le déploiement ralentit et il n'y a que les dernières communes qui n'étaient pas encore bien couvertes qui dépassent ce seuil. Et en fait, vous voyez que fin 2024, on a quasiment l'ensemble de la région qui est bien couverte avec donc un bon taux de couverture. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que le déploiement a été beaucoup plus précoce dans certaines zones, par exemple en Moselle, où il y a des politiques publiques qui ont été mises en place pour déployer rapidement la couverture numérique. Je vais maintenant passer à la couverture numérique mobile et notamment au réseau de 4G. Donc, pour la 4G, on peut mesurer les zones blanches et les zones grises. C'est les zones qui ne sont pas couvertes ou qui sont peu couvertes, donc par un seul des 4 grands opérateurs. Et ces zones blanches recouvraient 14% de la surface de la région en 2019, pour seulement 2% de la population. C'est-à-dire que c'est des zones plutôt soit pas peuplées, soit très peu denses. Et en 2024, ces zones blanches et grises ont quasiment disparu. Elles recouvrent 3% de la surface de la région et moins de 0,1% de la population. Au contraire, en 2024, 90% de la surface régionale est couverte par les 4 grands opérateurs à la fois. Donc en fait, la 4G en fin 2024 est déployée dans l'ensemble de la région. C'est pour ça qu'on peut s'intéresser aussi à la 5G, qui est donc la génération un peu plus récente et plus rapide de connexion Internet mobile. Pour ça, on va s'intéresser au nombre de systèmes. Donc c'est une antenne ou un groupe d'antennes. Cette fois-ci, on n'a pas d'informations sur la portée et sur l'orientation de ces systèmes 5G. Et donc du coup, on va rapporter ce nombre de systèmes à la population. Dans la région, il y a 10 systèmes 5G pour 10 000 habitants. C'est un peu moins qu'en France métropolitaine où on est à 12. Pourtant, entre fin 2020 et fin 2024, le nombre de systèmes 5G a été multiplié par 8 dans la région. Mais en fait, ça n'a pas suffi à rattraper le retard qu'on avait pour la 5G. Au contraire, l'écart avec le reste de la France s'est un peu accentué. Ce qui fait que fin 2024, le Grand Est, c'est la deuxième région avec la moins bonne couverture 5G. Alors maintenant, au sein de la région, là aussi, il y a des fortes disparités. Avec d'un côté les grandes villes, on voit Reims, Metz, Nancy, Strasbourg, qui ont des couleurs foncées, donc c'est-à-dire une bonne couverture en 5G. Et puis aussi les espaces très peu denses, donc par exemple dans les Vosges ou entre la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, où là aussi il y a des couleurs très foncées. Donc ça s'explique notamment parce qu'il y a peu de population et donc un ratio qui va augmenter. Mais aussi parce que les systèmes 5G ont été déployés prioritairement le long des grands axes routiers ou ferrés, par exemple. Et ce qui fait qu'on peut avoir une antenne 5G juste à côté de chez soi, mais si elle est orientée le long de l'axe, on ne va pas spécialement être couvert. Donc c'est aussi ça qui peut expliquer que les espaces peu denses soient bien couverts du point de vue de ces indicateurs. Au contraire, les bourgs ruraux et les petites villes sont plutôt moins bien couverts qu'avec 9 systèmes pour 10 000 habitants, donc en dessous de la moyenne régionale.
Donc, pour conclure, un petit graphique qui récapitule. Donc, sur un axe, l'axe des abscisses, on a la couverture numérique fixe avec 93% de locaux éligibles. Le Grand Est se situe au-dessus de la moyenne de France métropolitaine. Et vous voyez dans la moyenne par rapport aux autres régions. Alors qu'au contraire, sur l'axe vertical, le Grand Est est tout en bas, donc vraiment dans les régions les moins bien couvertes par la 5G. Voilà pour cette présentation et on va prendre les questions maintenant avant de passer à la suite, s'il y a des questions donc, sur la couverture numérique. Il y a une première question. Je pense que ça revient à la définition sur les locaux, les types de locaux. Ouais. Alors donc là, on est sur pour le fixe, on est sur la part des locaux éligibles et effectivement, ça prend en compte à la fois les locaux personnels, donc les logements, et à la fois les locaux à usage professionnel. Et il y a vraiment l'ensemble des locaux qui sont pris sans distinction. Et alors, les données qui sont utilisées dans cette étude, c'est les données de l'ARCEP. Donc, elles sont en open data et accessibles à tout le monde. Il me semble pas qu'on puisse différencier selon le type de local, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et de la même manière, il y a des statistiques d'usage sur le site de l'ARCEP que nous, on a choisi de ne pas étudier parce qu'en fait, on était vraiment sur cette problématique d'accès. En fait, on se demande, est-ce que la population a accès à une couverture? Est-ce que les infrastructures ont été mises en place? Et après, libre à chacun de raccorder, par exemple, de se raccorder au réseau fibre optique qui est en bas de son immeuble ou pas. Et nous, dans cette étude, on s'est vraiment concentré sur la dimension, est-ce que les infrastructures ont été déployées? Il y a encore une question. Ouais. Donc, il y a une question sur le lien entre l'offre de soins et la possibilité de téléservice et médecine. On n'a pas croisé les deux usages. Non. Moi, j'avais aussi une question. Ça pose la question. Non, mais oui, c'est une remarque intéressante parce que c'est une offre, d'ailleurs, pas seulement d'éloignement, hein, c'est aussi une offre qui est faite en ville avec les problèmes d'accessibilité et de disponibilité du médecin, mais aussi du patient. Moi, je me permets de poser une question en direct, de ne pas l'écrire, mais je voulais savoir justement, et ce graphique, ce dernier graphique, je pense, est en lien finalement avec ma question, c'est justement, est-ce qu'il y a un lien entre déploiement 5G et finalement déploiement haut débit fixe, selon vous, ou non, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié plus précisément ou pas du tout en fait? Nous, on n'a pas cherché à faire le lien spécifiquement, notamment que vous avez vu sur les deux cartes, par exemple, les départements comme la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, où le fixe a été déployé très vite au débit. C'est pas spécialement les endroits où il y a le plus d'antennes 5G. Là où le lien est un peu plus évident, c'est selon le type de commune, où pour le coup, on voit bien qu'en ville, par exemple, c'est là que à la fois le fixe et le mobile sont développés en premier dans les territoires les plus denses. Ok. Après, juste une question complémentaire, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant, parce qu'on pourrait imaginer que le fait que le Grand Est finalement soit très bas dans le graphique, ce soit finalement un signe de faible développement de la 5G, mais on voit que l'Île-de-France est très bas aussi. Donc finalement, comment alors là aussi, c'est peut-être une limite de l'indicateur qu'on rapporte à la population, parce que pour le coup, autant pour la 4G, on avait vraiment les zones couvertes, et donc du coup, on peut traduire ça après avec des données de population en termes de population couverte. Autant là, l'ARCEP met à disposition que le nombre de systèmes, et donc du coup, ça ne nous dit pas en fait quelle est la part de la population qui va être couverte, quel est le niveau de débit aussi, à quel débit la population est couverte. Donc effectivement, là, il y a aussi peut-être une limite sur l'indicateur. D'accord.
Visiblement, il n'y a plus de questions. Donc, On passe à la suite. voilà. Donc maintenant, on va passer à la demande de formation et pour les nouveaux bacheliers. Donc, on va voir trois choses différentes. On va voir le profil des bacheliers et les différentes formations qui sont demandées par ces bacheliers. On va voir où vont étudier les bacheliers du Grand Est, et on va voir rapidement également les bacheliers d'autres régions qui viennent dans le Grand Est. Donc, on va tout d'abord voir le profil des bacheliers et les formations demandées. Premier point théorique et source surtout. Donc, ce qu'on a étudié, c'est le Parcoursup, donc la plateforme de préinscription en première année d'enseignement supérieur qui a été créée en 2022. Donc, dans Parcoursup, on a 60 000 places de formation pour le Grand Est en 2022. Il faut savoir que sur ces 60 000 places, il y en a qui sont pour les nouveaux bacheliers, donc ceux qu'on va étudier nous, ceux qui viennent d'avoir leur bac, que ce soit un bac général, professionnel ou technologique, mais il y a également des places qui sont réservées aux personnes qui redoublent, aux personnes qui vont venir de l'extérieur, à des personnes qui reprennent des études, des choses comme ça. Donc, toutes les places ne sont pas que pour les gens qui viennent d'avoir le bac, et nous, on étudie bien cette population, ceux qui viennent d'avoir leur bac. On va également avoir une définition de la demande. Alors, la demande en formation, ici, c'est une fonction de demande. Donc, cette demande de formation, elle va tenir compte de plusieurs choses, du profil des demandeurs, des places qui sont offertes en formation, du fait que chaque bachelier peut faire plusieurs demandes et du nombre de demandeurs dans la filière. Donc, en fait, on va avoir chaque bachelier qui va faire plusieurs souhaits. Et la somme de ces souhaits va faire une demande qui est égale à 1. Donc, en fait, on parle de la demande en général et non pas des demandes des bacheliers. Donc, un bachelier égale une demande, mais ça peut être divisé en plusieurs petits souhaits. Et c'est souvent le cas, évidemment. On va regarder donc le lien entre l'offre de formation et la demande. Donc l'offre, on avait dit qu'il y avait 60 000 places qui étaient offertes en formation dans la région Grand Est. On a 43 000 élèves qui sont donc des nouveaux bacheliers qui viennent d'avoir leur bac et qui vont faire une demande sur Parcoursup. Si on regarde ces formations, donc sur le graphique, l'offre de formation est en rouge, tandis que la demande de formation est en bleu. La hiérarchie est la même, c'est-à-dire que les licences sont et les plus offertes et les plus demandées, tandis que les écoles d'ingénieurs, tout en bas du graphique, les écoles de commerce, sont les moins offertes et les moins demandées. Donc la hiérarchie est bien la même. Donc on voit que c'est les licences qui sont et les plus offertes et les plus demandées. Ensuite, au deuxième niveau, on a les BTS, puis les BUT. Cependant, on voit, malgré cette hiérarchie qui est commune à l'offre et à la demande, on voit qu'il y a des différences entre la demande et l'offre. Pour la plupart des formations, on a beaucoup plus de demandes que d'offres, donc c'est le cas des BTS, BUT en particulier, mais sur d'autres, comme les licences ou les écoles d'ingénieurs, donc ce sont les deux exceptions, la licence et l'école d'ingénieur et de commerce, c'est bien l'offre qui est plus importante que la demande. On va se pencher un petit peu sur l'origine des bacheliers, sur leurs caractéristiques. Et donc, on a choisi de regarder de quel milieu social venaient ces nouveaux bacheliers. On définit cette origine sociale avec la meilleure profession, la PCS des représentants légaux. Et la catégorie très favorisée, et donc pour les chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus, les cadres des professions intellectuelles supérieures, mais également tout ce qui est instituteur et professeur des écoles. Donc, on est sur origine très favorisée, on va dire, au niveau scolaire. On voit que dans le Grand Est, donc, on a 35% de bacheliers qui sont d'origine très favorisée, tandis qu'en France métropolitaine, on est plutôt sur 40%. Dans le Grand Est, on a un petit peu moins de personnes d'origine très favorisée, d'un point de vue scolaire en tout cas. On va regarder un petit peu par rapport au bac que les personnes ont eu selon la filière. Donc, chaque colonne représente une filière. On voit que, comme on avait vu, les BTS, les licences au niveau de la demande sont les plus demandées. Et les couleurs représentent le bac. Donc, ce qui est en bleu, c'est le bac général. Donc, c'est celui qui est dominant, en particulier, par exemple, pour les licences. C'est principalement des gens en bac général qui vont demander des licences. Ensuite, en jaune, on a le bac technologique. Et en gris, on a le bac professionnel.
Si on regarde les BTS qui sont donc la filière la deuxième plus demandée après les licences, hein, donc on est autour de 26% pour les BTS. On voit que au niveau des bacs professionnels, ça représente une forte partie des demandes, ainsi que les bacs technologiques. Si maintenant on met le graphique dans l'autre sens, c'est-à-dire en regardant les couleurs, donc on va regarder le bac professionnel, donc la partie grise, on voit que la plus grosse partie grise se trouve bien sur les BTS. Donc en fait, on a 73% de la demande des bacheliers qui sortent de bac professionnel qui portent sur un BTS. On voit également un phénomène un peu identique avec les bacs technologiques, donc la couleur jaune. Donc, on a 43% des élèves qui ont fait un bac technologique qui vont s'orienter vers un BTS et 26% vers un BUT. À ce graphique, on va rajouter maintenant la notion d'origine sociale. Donc, on a rajouté une échelle sur la droite en rouge qui, attention, n'est pas la même que celle sur la gauche. Et on va regarder donc la part, pour chacune des filières, la part des bacheliers qui sont issus de ce milieu très favorisé. Donc, on est toujours au niveau de la demande. Donc, on voit que sur les CPGE, donc les classes préparatoires aux grandes écoles, ainsi que sur les écoles d'ingénieurs ou de commerce, on a plus de 60% de la demande qui est issue de bacheliers qui viennent d'un milieu très favorisé. Tandis que cette part de bacheliers qui viennent d'un milieu très favorisé est seulement de 20% dans les BTS. Maintenant, on va regarder un petit peu où vont étudier les bacheliers du Grand Est. Donc, pour faciliter cette localisation de la demande des bacheliers, on travaille sur les zones d'emploi. Donc, ça permet d'avoir des secteurs autour de plusieurs villes. Et donc, on voit que dans la demande, on a 37% des bacheliers qui vont demander à rester, alors c'est pas 37%, c'est 37% de la demande des bacheliers qui est dans la même zone d'emploi, tandis qu'on en a 18% de la demande qui se fait hors de la région. Cette demande hors de la région, on a les mêmes proportions en Auvergne-Rhône-Alpes et en Hauts-de-France, donc là on est comparable. Par contre, on voit que dans des régions comme la Bourgogne-Franche-Comté et le centre-Val-de-Loire, le taux de demande hors région est beaucoup plus important, donc 34% pour la Bourgogne-Franche-Comté et 42% pour le centre-Val-de-Loire. Donc chez nous, on a plus tendance à faire des demandes quand même dans notre région que hors de la région par rapport à d'autres régions. Si on se penche un peu plus sur cette même notion de sortie de région ou pas, on va regarder ça par filière. Si on va prendre donc les lignes sur le BTS et les BUT, donc on voit que à ce niveau-là, on a quand même beaucoup de personnes qui demandent à rester dans la région. Donc sur les BTS, on est à 47%, sur les BUT, on est à 38% de personnes qui veulent rester qui font une demande en tout cas sans changer de zone d'emploi, donc dans leur propre zone d'emploi, tandis que à l'inverse, pour les écoles d'ingénieurs et de commerce, on a 45% de la demande qui se fait hors de la région. Donc ça s'explique aussi avec la localisation des formations où sur les BTS, BUT, c'est plus facilement réparti sur le territoire que sur une école d'ingénieur ou de commerce. Maintenant, on va passer à l'acceptation des vœux. Alors, une fois qu'on a fait la demande dans Parcoursup, donc on a vu un petit peu toutes les demandes qui étaient faites par les jeunes bacheliers, on va avoir l'acceptation des vœux par les organismes de formation. Donc, ces vœux acceptés par l'organisme de formation ne veut pas dire qu'au final, ils vont s'inscrire, mais bon, il y a une forte probabilité, on est proche en tout cas des inscriptions. Donc, on voit qu'on avait 18% de la demande qui faisait une sortie de région, tandis qu'au niveau de l'acceptation des vœux, on n'est qu'à 12%. Donc, on a moins de personnes qui, au final, vont sortir par rapport à ce qui était demandé. Et donc, inversement, au niveau des personnes qui sont stables dans leur zone d'emploi, on n'avait que 37% de la demande. Et au final, c'est 43% de la demande qui se fera au sein de 43% de l'acceptation des vœux qui sera au sein de la zone d'emploi.
Et ces gens qui veulent quitter la région, où vont-ils? Donc, on s'est penché un petit peu sur ça. Donc, principalement, donc, pour les 2 tiers des élèves, ils vont aller dans les régions limitrophes. Donc, on a un quart qui va aller en Île-de-France, 1 sur 5 qui va aller en Bourgogne-Franche-Comté et 1 sur 5 qui va aller dans les Hauts-de-France. Donc, c'est vraiment le système des régions limitrophes qui fonctionne très bien. Et ces personnes qui vont demander à sortir de la région, on a regardé de quelle zone d'emploi ils viennent. Et on voit que ils viennent principalement des zones d'emploi qui sont proches des régions voisines. Si on regarde, par exemple, la zone de Chaumont, on a 35% des personnes qui vont... 35% des néo-bacheliers qui vont quitter la région pour aller étudier ailleurs. C'est 28% en Romilly-sur-Seine, tandis que si on regarde par exemple Saint-Avold et Forbach, on est à 5% et 2%. Donc la notion de frontière de région est importante pour ceux qui veulent quitter la région. On s'est un petit peu penché également sur l'attachement à l'académie. Alors, les flèches représentent, donc l'origine de la flèche, c'est où la personne a passé son bac, et la destination de la flèche, c'est où elle va faire ses études, ou son centre de formation. Et ce qui ne veut pas dire que la personne déménage. Attention, ce ne sont pas des flèches de flux, de mouvement, de déménagement. C'est entre le bac et où on va faire ses formations. Et donc là, on remarque, donc toutes les flèches vertes vont vers Strasbourg, les bleus vers Nancy, les rouges-roses là, vers Metz et les violettes vers Reims. On voit qu'on a un attachement à l'académie qui est assez prononcé. On voit se distinguer bien les différents groupes. On a également, donc on va regarder quelques cas plus précis, par exemple Saint-Dié, qui a l'égale distance en train, par exemple, de Nancy et de Strasbourg, et on voit que les gens vont avoir tendance à aller plutôt à Nancy qu'à Strasbourg, et donc rester dans leur académie d'origine. Alors, il y a des phénomènes aussi qui peuvent expliquer cela. C'est que, par exemple, quand on est prioritaire en licence dans son académie que sur une autre académie, donc ça peut expliquer certains phénomènes d'attachement à l'académie. Donc, on a regardé tous les étudiants de notre région, enfin tous les bacheliers de notre région. Maintenant, on va voir ceux qui viennent étudier dans le Grand Est, mais qui viennent d'autres régions. Donc, en fait, on a 4100 personnes, finalement, qui quittent la région pour aller étudier ailleurs, et on en a 5600 qui viennent dans la région. Donc, la région est quand même assez attractive. On en a 6 sur 10 parmi ces jeunes bacheliers qui viennent de régions limitrophes. Donc, on retrouve le même phénomène que pour la sortie. Plus de la moitié de ces jeunes bacheliers sont issus de familles très favorisées. On en a 31% qui vont aller directement dans la zone d'emploi de Reims et 23% qui vont aller à Strasbourg. Et maintenant, si on regarde par filière, on voit aussi que selon les filières, c'est très différent. Donc, pour les licences, on a seulement 13% des étudiants qui viennent d'une autre région de France, tandis que pour les écoles d'ingénieurs, on est à 47% des personnes. Donc, voilà pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y en a une première sur la définition de très favorisé. Pourquoi ne pas avoir utilisé le revenu plutôt que l'origine sociale pour caractériser le caractère aisé? Et est-ce que ça aurait changé les résultats? Si tu veux, je peux y aller. En fait, c'est utiliser la PCS, et la PCS elle est construite avec non pas le revenu en direct, mais des possibilités de revenus. Donc, ça prend en compte. Et après, il faut aussi savoir que toute cette étude, comme l'a bien dit Julia, elle est issue de Parcoursup. Et dans Parcoursup, on ne demande pas le revenu des parents. Donc, on ne l'a pas. Mais après, il y a un lien très très fort entre PCS et revenu, ce qui fait que cette dimension est prise en compte dans l'origine favorisée. Elle est juste, comme le dit Julia, complétée par le fait, sans dire que les instituteurs et les professeurs des écoles ont des revenus très faibles, mais peut-être là, il y avait plus quelque chose qui relève de la réussite scolaire et des études nombreuses là-dessus qui montrent des résultats plutôt favorables pour les enfants d'instituteurs et de professeurs. Il y a une autre question sur le transfrontalier.
a-t-on les chiffres sur les formations transfrontalières post-bac? Si oui, quelle est la part des bacheliers qui sortent de France pour la suite des études? Alors non, on n'a pas du tout les chiffres dans Parcoursup parce que Parcoursup, c'est bien la plateforme du système français et donc on n'a pas non plus, par exemple, dans cette étude, les chiffres des personnes qui viennent de l'étranger sur la région. Donc tout ça, c'est des chiffres qui n'ont pas été étudiés, enfin qui ne peuvent pas être étudiés à partir de Parcoursup. Et puis pour compléter, ce qui est important, Julia a bien insisté là-dessus, on est sur les néo-bacheliers, on est sur une première année et il y a évidemment des bacheliers qui partent dès la première année étudier à l'étranger, mais quand même la fréquence elle augmente plutôt en cours d'études. On est amené à partir à l'étranger peut-être plus en 3e, 4e, 5e année d'études et dans l'autre sens aussi. Donc voilà, mais on n'a pas de chiffres, mais il faudrait regarder. On avait fait une étude il y a 2 ans sur les déménagements d'étudiants. Alors c'était pas sur Parcoursup, mais on avait déjà travaillé un petit peu là-dessus. On sait qu'en tant que région frontalière, il y a des mouvements. Il y a une autre question, Rémi, je sais pas si le... Vas-y, Bigard. J'ai pas. As-tu une idée de la manière dont on fixe les étudiants dans le grand test en sortie d'études? C'était ce que Julia t'expliquait, qu'on favorise les académies. Alors ça oui, au niveau national, c'est seulement sur certains types de formations. On sait qu'au niveau des licences, donc en effet, il y a des facilités pour demander la même académie, pour avoir une licence dans la même académie. Et alors ça, c'est pas lié à la région, mais on sait aussi que sur des BTS, par exemple, il y a une priorisation sur certains types de bacs. Les bacs professionnels ont certains quotas à respecter dans les BTS. Donc, il y a des choses qui influencent en tout cas le mouvement des étudiants et qui font partie, on va dire, des politiques scolaires, quoi. Mais pour rebondir, ça a été bien dit aussi précédemment, est-ce qu'on a besoin de fixer des étudiants d'ailleurs, parce que c'est un âge où on a besoin d'être fixé. Et le jeu, c'est plutôt ce que montrait le chiffre des échanges avec les autres régions, le fait qu'ils soient positifs. Voilà, si un étudiant de Grand Est va poursuivre ses études ailleurs pour tout un tas de raisons, l'idée c'est est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui vient pour compenser. Donc là, là-dessus, c'est plutôt positif. Puis je crois qu'il y avait aussi la carte où on montrait, c'est aussi avoir une offre de formation variée. On voit bien qu'on a quelques pôles en Grand Est, à Strasbourg, où l'offre de formation est pas seulement à Strasbourg, Strasbourg, Nancy, Reims, je crois, mais qui ont une offre. Donc comment fixer les étudiants? C'est déjà leur offrir une variété de possibilités pour qu'ils trouvent une formation de qualité et qui corresponde à leur choix. C'est l'objet d'une première étude qui a été publiée en mai ou juin sur l'offre de formation qu'on n'a pas reprise ici, mais qui du coup explique cette partie-là. On a Étienne qui précise la question précédente. Il demande si fixer, ça veut pas dire une fois que les bacheliers sont arrivés dans la région, comment est-ce qu'on les retient, y compris pour qu'ils lancent sur le marché du travail. Ah oui, voilà, on ne l'a pas du tout étudié là, à ce niveau-là, en tout cas, ça n'a pas du tout été étudié. Et à l'inverse, est-ce que ceux qui partent hors de la région reviennent? Mais pareil, c'est pas vu là. Enfin, c'est peut-être plutôt ce que tu avais fait avant. En tout cas, avec Parcoursup, c'est impossible d'avoir ce type de résultat vu qu'on est vraiment sur la plateforme d'entrée dans les études. Oui, voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur ces mobilités de vie. Après, c'est vrai que ça dépend des carrières et des métiers qui sont assez localisés, qui ne sont pas disponibles de partout. Donc, voilà, on voit bien, selon les choix qui ont été faits par les étudiants, faut pouvoir revenir, il faut pouvoir avoir une offre suffisante. Et là, c'est aussi lié au marché de l'emploi local. C'est bon? Je regarde. pour l'instant, Concernant l'offre de soins, les données sont-elles disponibles? Oui, c'est l'offre de soins à l'échelle des EPCI. Sur l'offre de soins, il y a les APL. C'est-à-dire que là, sur le lien de l'étude, il y a des données à l'EPCI, mais ça va être des données de temps d'accès, les données des cartes que je vous ai présentées.
C'est pas les données de l'APL. Mais après, comme je vous le disais, celles à la commune, elles sont disponibles en open data sur le site de l'adresse. On pourra aussi vous mettre le lien si vous voulez. Et après, ils expliquent la méthodologie pour agréger et le recalculer. Le PCI, c'était pas très compliqué de souvenir. C'était essentiellement des moyennes pondérées, il me semble. Donc ça se recalcule assez facilement. Très bien. Donc, on n'a plus de questions, visiblement. Ben, merci pour cette présentation. Alors, on a un peu d'avance, donc je ne sais pas si Rémi, tu veux évoquer d'autres études qui ont été réalisées par l'INSEE ou mettre en avant certains travaux. Oui, oui, c'est peut-être l'occasion hein, de parler de notre actualité, parce que bon, voilà, aujourd'hui, on a fait un choix de présenter 4 études hein, que l'on fait chaque fois au Café de la Data, qui est un peu de lien entre elles, mais évidemment, on est présent sur d'autres sujets. On peut dire qu'un sujet qui fait beaucoup d'actualité, dont on parle beaucoup, on parle toujours beaucoup de démographie, mais en ce moment, on parle beaucoup du vieillissement de la population, du sol naturel qui est passé dans le négatif. C'est pas un sujet spécifique à Grand Est, c'est un sujet national, donc on est présent là-dessus, avec un nouveau bilan démographique régional qui va être publié en avril. Il y a une étude aussi sur les projections en lien avec le vieillissement de la dépendance. Voilà, toujours avec une petite projection de population qui me permet d'estimer, en appliquant des ratios de perte d'autonomie pour voir un petit peu voilà, l'évolution du nombre de personnes qui auront des besoins importants de soutien. Donc ça, c'est une étude qui va sortir dans 2 semaines. Voilà. Et voilà, il y aura d'autres études dans la foulée. On prévoit d'évaluer l'emploi, les besoins d'emploi que cette évolution va provoquer. Et d'ailleurs, ce sera le thème de notre journée de l'INSEE en septembre prochain, qu'on avait fait en 2025. Là, cette année, ce sera la thématique autour du vieillissement. Donc voilà, plusieurs études là-dessus. On a aussi des études, peut-être qu'on n'avait pas fait depuis un certain temps, plus dans la partie économie, des études de filières assez diverses, puisqu'il va y avoir la filière bois, la filière économie sociale et solidaire, la filière automobile, comment ? Ouais, artisanat, merci. Donc voilà, c'est plus les approches là, plus économiques, mais pourquoi pas dans le Café de la Data l'année prochaine, d'avoir des éléments là-dessus. Sur le social aussi, on a des études qui sont en cours. Il y en a une qui va sortir aussi dans 3 semaines à partir des données CAF sur un panorama des aides sociales. Et puis un peu plus tard dans l'année, il y aura une étude sur la pauvreté dans les nouveaux quartiers politiques de la ville. Voilà, donc ça fait plusieurs angles. Nouvelles études, il y a aussi des études sur l'emploi, qu'on peut faire de manière assez habituelle. Peut-être aussi, Dans la continuité juste de ce qu'on vient de présenter, on a aussi une étude qui sortira sur l'offre de soins spécifiquement dans les zones frontalières de la région. Parce qu'on avait vu dans les premiers volets qu'on vous a présenté quand même qu'il se passait des choses au niveau des zones frontalières, et notamment on se doute que des professionnels de santé vont travailler au Luxembourg ou en Suisse. Donc on a regardé plus spécifiquement ça dans une étude qui va sortir prochainement. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a eu plusieurs questions là-dessus, et c'est toujours un sujet où l'idée, c'est de se dire, de toute façon, si vous allez vous faire soigner au Luxembourg, une partie du personnel soignant sera peut-être vos voisins. Donc, voilà, ça, c'est des phénomènes d'attractivité qui font que c'est assez particulier. Et d'ailleurs, quand on parle de frontalier, parce que c'est un autre sujet, c'est vrai, là aussi, encore une transition. On avait sorti donc une étude récemment, en novembre dernier, sur les frontaliers entrants. C'est Sylvain Juliax qui en était le rédacteur, et voilà, qui mesure. On connaissait bien les flux sortants qui habitent en France et va travailler à l'étranger. Là, on a trouvé une méthode pour évaluer les flux entrants, évidemment, sans surprise. On a titré sur des flux à sens unique, parce que les écarts de salaire font que il est quand même assez rare de se dire je vais vivre en Suisse pour travailler en France. Voilà. Donc, et puis on a une nouvelle étude un peu plus atypique sur le sujet, avec l'exploitation de données bancaires là aussi qui va être faite en 2026 pour voir les dépenses. Alors, les dépenses, non pas des transfrontaliers, c'est difficile à mesurer, mais les dépenses frontalières, parce que on sait qu'on
par exemple, pour le Luxembourg, on passe la frontière pour aller travailler, mais on passe aussi la frontière pour aller faire des courses, notamment sur certains produits où ils sont très compétitifs. Très bien. Je pense qu'on a un beau panorama des études à venir. Donc, on va terminer avec un peu d'avance, sauf si, voilà, au côté INSEE, vous voulez compléter ou ajouter d'autres choses. Mais, et puis, si je laisse encore quelques secondes à nos auditeurs s'ils ont des questions. Mais sinon, je vais passer à la conclusion, finalement. Donc, en rappelant, bien sûr, les prochains rendez-vous, notamment dans le cadre de Data Grand Est, le prochain webinaire qui aura lieu donc, le 5 mars et qui sera consacré à la présentation du nouveau portail. Également, pour les personnes de la région, naturellement, vous retrouverez les cafés de la data très prochainement. Donc, je laisserai mes collègues voilà, communiquer. Donc, n'hésitez pas à surveiller vos boîtes mail et puis sinon à prendre contact directement avec la mission data au niveau de la DIMAP pour avoir les renseignements utiles. Et donc, il ne me reste plus qu'à remercier je veux dire l'INSEE, enfin en tout cas tous les intervenants, Rémi et l'ensemble de ses collègues pour ce partage de connaissances, de données, d'informations et puis sur la richesse des études menées et des informations apportées. Voilà, je ne sais pas si Rémi, tu veux dire quelques mots. Pas spécialement à ajouter, sinon on vous remercier. Et puis, c'est toujours intéressant d'avoir des échanges, de voir les questions qui se posent et de participer à ce qu'a fait de la data et de cette collaboration entre l'INSEE et Data Grand Est. Merci à tous, merci à l'INSEE et puis rendez-vous très bientôt pour les prochains événements. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.